Oui, enfin, c'est vrai que j'ai un petit peu un parcours atypique, je vais juste compléter un petit peu. Parce que j'ai commencé en expérimentaliste, puis après j'ai fait de l'histoire de la philo des sciences, de la biologie, histoire de la biologie, parce que j'essaie de comprendre un peu comment les choses avançaient. Et puis petit à petit, je suis arrivé à l'histoire des techniques, et l'histoire des techniques m'a amené à une dimension religieuse des techniques, du moins à l'âge du bronze et même à l'âge du fer un petit peu. Et puis ça a engendré une réflexion beaucoup plus générale sur la technique et sa dimension culturelle. Et puis ça m'a pris à peu près, ça m'a occupé pendant une vingtaine d'années. Et puis après, avec ce bouquin-là, dont je vais vous parler un petit peu, donc cette théorie que je propose sur la domestication des plantes, je suis revenu un petit peu à joindre c'est les connaissances de biologistes, notamment les connaissances de pointe aujourd'hui, avec ce qui se passait à l'ancien. Donc j'ai un petit peu deux chapeaux qui me permet un peu de jongler avec les deux. Et on va voir un peu ce que ça donne. Alors pourquoi c'est intéressant aussi de faire ça? Parce que des théories sur l'évolution, sur la domestication des plantes, on en connaît depuis pas mal de temps. C'est bien discuté, mais ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, en fait, on ne le sait pas encore parce que ça va prendre encore du temps à sortir. Enfin, ça sort dans les articles de recherche, mais c'est pas encore dans les bouquins. Enfin, c'est pas encore devenu la science officielle. Il y a eu énormément de bouleversements dans tout ce domaine et dans le domaine de la biologie. Dans les 10 dernières années, il s'est passé une révolution qui fait qu'on peut aujourd'hui concevoir la domestication de façon complètement différente. Alors, pourquoi c'est intéressant de parler de domestication? C'est pas uniquement parce que c'est une aventure intéressante et fondamentale, fondatrice pour l'homme. C'est qu'en fait, ça nous invite aussi à repenser la manière dont on fait de la science aujourd'hui. Et je pense que ça peut vous intéresser, même les personnes qui ne seraient pas dans la biologie ou dans la domestication. Alors voilà, on va commencer donc par le titre un petit peu. Je vais vous parler d'un nouveau regard sur la domestication. Alors quand on pense au néolithique, puisque les choses sont passées au néolithique, on ne pense pas à la domestication comme l'événement majeur. Parce que l'événement majeur, en général, c'est l'agriculture. L'agriculture parce qu'il y a une sédentarisation, il y a tout d'un coup des villages qui s'organisent, on produit de la nourriture, on change de mode de vie, et ça, on pense que c'est vraiment le déclenchement de la civilisation. Le problème, c'est qu'on cultive un peu partout dans le monde des plantes, mais les changements civilisateurs qui sont passés ne s'observent pas, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, où on a un foyer de civilisation, dans l'Amazonie on a d'autres, en Amérique du Nord on en a, on n'a pas eu ce même élan civilisateur qu'on connaît ici. Donc il se passait quelque chose d'autre. Et moi, ce que j'ai pensé, c'est que ce qui s'est passé n'est pas lié à l'agriculture, parce que l'agriculture, on en fait partout. Et l'agriculture, finalement, c'est quoi? C'est l'imitation d'un processus naturel. Les graines se promènent un peu partout, elles germent, on les prend. En fait, c'est un petit peu comme canaliser un cours d'eau, si vous voulez. Le cours d'eau est là, on va l'utiliser, on va en faire des moulins, des choses comme ça. Donc, c'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, c'est l'exploitation de l'existant. Alors que la domestication, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau. Les plantes domestiques n'existent pas dans la nature. Et non seulement elles n'existent pas dans la nature, mais en plus elles sont incapables de survivre dans la nature. Vous ne trouverez pas un blé cultivé, poussé comme ça sauvagement. C'est-à-dire qu'on a tout d'un coup des plantes qui n'existaient pas et qui dépendent entièrement de l'homme pour leur existence. Et là, ça c'est fondamental. C'est fondamental pourquoi? Parce que, en fait, l'homme se pose la question, quel est le rapport avec ces plantes? D'où elles viennent? Qu'est-ce qu'elles sont? Alors on se la pose aujourd'hui aussi, évidemment. Les questions qu'on se pose aujourd'hui en histoire des sciences ou en histoire des techniques sont les mêmes questions qui se posaient avant. C'était totalement singulier, même beaucoup plus encore qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on est un peu familiarisé, on s'en fout un peu de ces questions. Mais je vais vous expliquer, je vais vous montrer un petit peu pourquoi est-ce que les plantes ne peuvent plus vivre de façon autonome, les plantes domestiques. Elles perdent leur protection naturelle, ce qui permet pour nous de les consommer, parce qu'elles sont beaucoup moins amères, et donc du coup les prédateurs se régalent. On a une perte de dispersion des semences, puisque en fait on les récolte, et donc les plantes ne peuvent plus se propager toutes seules, on a besoin de les propager. Elles perdent une colonisation de l'espace, parce qu'en général c'est des plantes qui sont très très étroites, qu'on peut mettre en culture dense, et donc si vous les mettez, vous êtes obligé de désherber parce qu'il y a plein d'autres plantes qui vont pousser à côté. Elles perdent aussi la dormance, les graines se mettent à germer n'importe quand, dès qu'il suffit d'être un peu d'eau et elles germent, alors que dans la nature c'est jamais comme ça. Et donc les plantes ne pourraient pas survivre plus d'une ou deux saisons, parce qu'il suffit qu'il y ait une petite pluie au mauvais moment, c'est fini. Les plantes sont aussi indifférentes au milieu, ce qui permet pour elles de pousser sous n'importe quelle latitude, et pas uniquement dans un milieu très précis, mais en échange, étant indifférentes au milieu, elles pourraient par exemple pousser dans une mauvaise saison et crever. Et autre chose aussi, elles ont besoin d'engrais, alors que les plantes sauvages n'en ont pas besoin. Et donc toutes ces raisons font que les plantes ne peuvent pas survivre seules. Alors maintenant, quand on voit ça aujourd'hui, on se dit, on a la réponse, alors comment sont arrivées les plantes cultivées? Puisque tous les caractères dont je vous ai parlé maintenant, ce sont des caractères qui sont des caractères agronomiques, c'est qu'on a envie donc on se dit, ce sont des caractères que l'homme a recherchés, ce
vous voulez, et donc à sélectionner pour son propre compte, en fait. Et donc on a la réponse comment sont arrivées les plantes cultivées. On a commencé par une agriculture de plantes sauvages, et puis petit à petit, on a cherché les caractères qui nous intéressaient, on les a favorisés, si vous voulez. On a choisi pour les semences de l'année suivante des plantes qui nous intéressaient plus. Et en effet, c'est une explication qui marche assez bien avec cette liste, vous voyez bien, puisque tous les caractères de domestication sont des caractères agronomiquement avantageux. Sauf peut-être l'histoire des engrais, mais enfin bon, on peut pas, tout n'est pas parfait. Donc en fait, on a la réponse aujourd'hui. Donc en gros, la réponse c'est... la domestication, c'est quelque chose qui a enchanté les gens à l'époque, mais aujourd'hui, c'est pas très intéressant finalement. C'est une conséquence de l'agriculture. L'événement principal, c'est l'agriculture. Et ça, c'est un phénomène que vous voyez beaucoup en science. La science désabuse. Enfin, elle enlève, si vous voulez, un petit peu le côté merveilleux de certaines choses, et dit, non, finalement, c'est tout à fait naturel, les choses se passent comme ça. En fait, si vous voyez bien même, on est en train de remonter, on parle de la domestication comme on parle aujourd'hui de l'amélioration des plantes. C'est qu'en fait, on reprend l'amélioration des plantes qu'on connaît aujourd'hui, et on la remet en arrière, loin dans le temps, jusqu'au point d'origine. Et on se dit, voilà, c'est comme ça, regardez. Voilà. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est que ça ne marche pas du tout, et qu'on s'est planté, quoi. Depuis pas mal d'années. Voilà. Alors, avant de dire qu'on s'est planté, je vais être un petit peu, je vais aller dans l'autre sens, si vous voulez. Si on prend la chronologie, on va s'intéresser au Levant, parce que c'est un des foyers, il y a 13 foyers de domestication dans le monde, mais le foyer du Levant est d'abord très bien connu, parce qu'il a été très fouillé, et c'est un des plus anciens. Et donc, on a beaucoup d'informations dessus, donc on va s'intéresser à lui. Les autres ne sont pas moins intéressants, mais enfin, on va voir celui-là. Alors, si on voit un petit peu la chronologie de la domestication de l'agriculture, qui commence au néolithique à céramique, vous voyez, ici, on voit la flèche quand je fais ça, vous voulez. Donc, vous voyez, on est au néolithique à céramique, donc on a le début de l'agriculture parce qu'on voit les premiers silos, on voit les premiers ensilages de graines, donc on se dit, on stocke des graines, donc on a l'agriculture, en effet, mais ce sont des plantes sauvages qu'on a. Ces plantes qui évoluent pas très très vite, mais ce qu'on a, c'est qu'après 1500 ans, on arrive au néolithique acéramide B, moyen, c'est ce que j'ai mis en orange ici, on a l'émergence de plantes domestiques. Donc on avait petit à petit une petite amélioration, et puis tout d'un coup, on a une sorte d'élan immense qui se fait à peu près à 8200 avant notre ère. Et pendant à peu près 7-8 siècles, on a une transformation des plantes, une sorte de domestication. Puis après, on a dans la céramique récent, on a donc des caractères qui sont de plus en plus affirmés. Puis après, on a le néolithique céramique, on a une extension de tout le monde agricole, ce qui se diffuse un peu partout. Il y a de plus en plus d'espèces qui sont domestiquées. Donc le processus est lancé. Voilà. Donc on a un processus, on a un schéma temporel où on a d'abord une sorte d'agriculture de plantes sauvages, puis après on a une apparition des plantes domestiques. Donc ça correspond après à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout va bien. Bon, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Donc le foyer du sud Levant, en fait, c'est un foyer, du Levant, si vous voulez, le foyer de domestication, c'est un foyer qui est très particulier. Ouais, c'est ce que j'ai dessiné ici en brun. Il s'est passé sur ce qu'on appelle le corridor levantin. C'est un endroit qui se trouve à l'ouest, une zone forestière, une zone qui est pluvieuse, qui vient de la mer. On a à peu près 600-700 mm de pluie jusqu'à 350 à peu près là, à la limite. Entre 350 et 150 à peu près, on a une zone de plantes annuelles qui poussent, des de prairies comme ça, qui sont vertes au moment des saisons de pluie, mais après il n'y a pas grand-chose, quelques plantes pluriannuelles, mais très peu. Donc en fait, on a des prairies à graminées, des choses comme ça un petit peu. Et puis après, on a le désert, plus à l'est encore. Donc on a une sorte de petite bande comme ça, qui fait à peu près 30-40 km de largeur, et qui me remonte très très loin au nord, dans laquelle s'est passée cette domestication. Alors, comme on s'en doute, comme on est dans ce milieu-là, les plantes qui vont être domestiquées, ça va être des plantes annuelles. Puisque on est dans ce milieu-là, il n'y a rien d'étonnant. Et en effet, dans les plantes qu'on a, on trouve des céréales annuelles. Donc vous avez le blé amidonnier d'un côté, l'orge et l'engrain. Ce sont les trois grandes céréales qu'on obtient. Alors bon, pour l'instant, le schéma est assez simple. Vous avez des plantes, vous avez une cueillette de plantes graminées, sauvages. Puis à un moment ou à un autre, on en recueille plein, on commence à les cultiver ou faire je parle du schéma classique. Et puis petit à petit, on va faire une sélection. Le seul problème, c'est que quand on s'intéresse un petit peu de plus près à ce qui se passe, on voit que c'est pas la chose. Alors regardez, un des caractères de domestication qu'on aime bien regarder, c'est ce qu'on appelle la déhiscence, la non-déhiscence des plantes. La déhiscence, c'est quand les graines se détachent de la plante mère. Okay, dans une plante sauvage, dans une graminée sauvage, vous avez les graines qui mûrissent et qui se détachent, et vous avez une sorte d'épi qui finalement est vide. C'est normal, les graines sont au sol, elles se promènent, et voilà.
Les plantes et les céréales cultivées, et domestiques, évidemment, c'est pas ce qui se passe. Vous avez un épi qui reste épi, bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en archéologie, on peut distinguer les deux, parce que quand les graines restent attachées, quand on vanne, en fait, on casse. Et donc, on voit la rupture ici, enfin la rupture ces petits fragments végétaux, on les retrouve en tamisage. Et donc, on peut voir à peu près le pourcentage de graines, de fractures par cassure ou de fractures par maturation naturelle, qui est beaucoup plus lisse. Enfin, c'est un processus normal de sénescence d'un petit tissu comme ça, un peu comme les feuilles qui tombent, quoi. C'est pareil. Vous voyez, c'est très lisse, c'est pas comme quand on casse une feuille. Donc, en fait, on peut voir un petit peu le processus. Alors déjà, c'est un processus qui est assez fréquent dans les plantes sauvages, puisque en fait, il y a un mécanisme de maturation d'un tissu particulier. Et il suffit qu'il y ait un petit problème dans le mécanisme et ça ne se passe plus. Donc en fait, il y a plein de mutations qui pourraient faire cette chose-là. On a estimé qu'on peut avoir à peu près une plante sur 1 million sauvage qui est dans ça. Donc si vous avez un champ de 2 hectares, vous avez une plante comme ça. Quand vous avez une plante comme ça, quand vous cultivez des plantes sauvages, vous allez voir toutes les graines qui tombent, sauf un épi comme ça. Ben, il est intéressant cet épi quand même, non? Donc vous allez le garder, vous allez le refaire. Comme c'est en général des plantes qui sont il y a une très forte autofécondation, vous allez très vite, en 10, 20 ans, 30 ans, même si vous ne connaissez pas grand-chose au principe de sélection, ça va très bien marcher. On va avoir une espèce, le caractère de plante domestique. Ça ne veut pas dire qu'elle va être domestique complètement, mais on a déjà ce caractère. Or, ce qu'on observe, c'est qu'il faut 1500 ans, 15 siècles donc, pour arriver des plantes sauvages cultivées aux plantes comme ça. C'est énorme, c'est pas normal. Il aurait fallu un siècle maximum. Ce qui est encore plus curieux, c'est que quand on fait des analyses statistiques, on voit qu'il y a à peu près 10-15% pas tout de suite, mais enfin, durant toute cette période, vous avez des foyers où vous avez 10-15% de plantes qui sont non déhiscentes. Donc déjà, donc ils en cultivent, mais ils ne les sélectionnent pas parce que ça reste très stable. Vous voyez, pendant des générations, on a 10% ou 5% ou 20%, et pas plus. Et ça, c'est pas normal. C'est qu'on n'a pas de sélection. Donc le modèle primaire qu'on avait d'une sélection ne marche pas. Un autre caractère, par exemple, qui est très facile de voir, c'est la taille des graines. Vous avez des petites graines sauvages, et chez les plantes cultivées, vous avez des graines beaucoup plus grosses. Maintenant, on fait des calculs, on voit l'évolution est extrêmement lente. Et sur le même site, vous avez des plantes à grosses graines et des plantes à petites graines. Encore une fois, on ne sélectionne pas. Donc jusqu'au PPNB, là, je vous avais fait la petite bande orange, on ne sélectionne pas. Et ça, c'est très très curieux. Ça ne marche pas du tout. Enfin, ça ne marche pas avec ce qu'on pensait. Maintenant, d'autres plantes qui ont été domestiquées en même moment, alors, le truc très curieux, c'est qu'on a plein d'espèces, on a 7 espèces qui sont domestiquées en même temps. On n'est pas une espèce qui va être domestiquée, puis on dit « Ah, c'est bien, on va en faire d'autres ». Non. Il y a une sorte d'élan de domestication globale, sans sélection. C'est très curieux. Vous avez le lin, par exemple, qui était cultivé pour ses graines qu'on consommait. Puis vous avez aussi les légumineuses. Vous avez 3 légumineuses, le pois chiche et la lentille. Alors là, c'est très curieux, les légumineuses, parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'elles soient domestiquées en même temps. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est des plantes qui sont très difficiles, enfin, ils ne sont pas intéressantes. Bon, aujourd'hui, c'est intéressant, c'est une source de protéines, etc. Mais à l'époque, c'est des plantes qui sont en croissance indéfinie. Enfin, pas indéfinie, mais les graines ne mûrissent pas toutes en même temps. Donc, il faut aller voir la plante, il faut aller la visiter tous les 3-4 jours pour aller essayer d'avoir une gousse. Et puis si vous venez un peu trop tard, les graines sont parties, vous n'avez plus rien. Donc, il faut venir. Alors, en plus, c'est des plantes qui ne poussent pas dans des plaines, qui poussent dans des endroits rocailleux, comme ça. C'est des plantes qu'on appelle de niche, si vous voulez. Elles ont un truc très spécialisé. Il faut aller grimper. Vous voyez un petit peu le pois chiche là où il se trouve, sauvage. Il faut aller grimper sur les rochers pour aller voir si telle gousse est prête pour l'accueillir. On ne le fait pas, quoi, hein. On a autre chose à faire en général. Alors, et puis il y a d'autres choses qui sont très bizarres. Donc déjà c'est une plante de niche. Alors pourquoi cultiver des plantes de niche? Alors on trouve déjà des graines, on trouve dès le début du PPNA, donc de la céramique A, on trouve des silos, enfin des réserves de graines avec 1 million de graines de lentilles. On sait qu'on les cultivait, quoi. Maintenant, donc on sait que ça a été fait, mais on se demande pourquoi. C'est très curieux. Pourquoi? Parce que c'est des plantes qu'on ne peut pas cultiver, c'est des plantes de niche, je vous dis, c'est des plantes qui se font envahir tout de suite par d'autres. Elles poussent là où d'autres plantes ne poussent pas entre les rochers. Et là, tout d'un coup, on décide de les cultiver comme ça. Je trouve ça extrêmement étrange. C'est pas normal. C'est d'autant moins étrange, moins normal que le pois, par exemple, vous avez trois espèces différentes au Levant. Dans les 3 espèces, vous avez une seule qui va être utilisée, qui va être cultivée, mais c'est pas celle qui produit le plus, et c'est pas celle qui produit les pois les plus gros. Donc c'est très curieux. On n'a pas choisi le meilleur des pois pour le faire. Bon, déjà, point de vue sélection, ça marche pas très bien.
L'autre chose qui est encore plus problématique, c'est la dormance. Vous savez, les légumineuses sauvages ont des graines qui ne germent presque pas. La lentille, par exemple, vous avez 10% de germination. Si vous semez 10 graines, vous en aurez une seule qui va pousser. Les autres vont pousser 3, 4 ans, 10 ans, 15 ans après. Ok, bon, c'est pas terrible. Maintenant, vous savez combien une plante, quand vous cultivez une lentille sauvage, combien elle produit de graines? 10 environ. Donc, vous produisez 10 graines pour les semer, pour recevoir une seule qui va en faire 10 graines. Il faut être fou, quoi. Vous comprenez? Donc, ça marche pas. Donc, on voit très bien que le système, l'explication qu'on a, alors quand les gens ont vu ça, ils se sont dit, bon, alors ce qui se passe, c'est qu'il y a une domestication qui doit se faire avant la culture. Mais comment faire une domestication à la culture? Au nom de quoi? Pourquoi le faire? Enfin, je ne sais pas, c'est pas très logique comme histoire. Donc, en fait, on se trouve coincé complètement. C'est que si on prend uniquement le blé et puis qu'on élimine les céréales et qu'on élimine les autres plantes et puis quelques données un peu encombrantes, on peut se contenter du schéma qu'on avait. Mais dès qu'on prend toutes les plantes qui sont domestiquées en même temps, ça marche plus du tout. On n'a pas de sélection. Je vais voir ça, oui. On n'a pas de sélection. On va voir ça après. Et on n'a pas de choix adéquat. Enfin, on ne sait pas très bien pourquoi ils font ça. Alors maintenant, il y a par contre des choses très intéressantes qui se passent. C'est la dimension culturelle, ce qui m'intéresse moi, c'est la dimension culturelle des techniques. Et là, au PPN, justement, donc au tout début, là où on voit des silos, je vous montrais ici, on est à Jef Arma, on est au nord de la Syrie, enfin Moyen-Euphrate, là, au nord donc, de ce corridor levantin. On trouve, vous voyez ici, on a des silos, on a une sorte d'édifice public avec des silos, avec une aire sacrificielle ici, et puis vous voyez même une jeune femme qui a été sacrifiée, et à qui il manque la tête d'ailleurs, justement. Bon, donc enfin, on a un côté rituel. On a un rituel très très clair qui est autour des graines, autour des silos. D'accord? Donc on voit qu'on a ça. Autre chose intéressante que l'on voit, c'est que, prenons l'exemple de l'orge ici, ça c'est des choses qui ont été découvertes il y a à peu près une dizaine d'années. L'orge, par exemple, c'est une plante qui se trouve à peu près partout. Elle se trouve en Afrique du Nord jusqu'en Inde, au Tibet, en Europe, c'est une plante absolument partout. Or, la domestication de l'orge se trouve au nord du corridor levantin, vers le Moyen-Euphrate. Alors nous, on s'est dit, comme on trouve de l'orge là-bas, la première chose qu'on s'est dit, ils ont pris l'orge sur place et ils l'ont domestiquée. D'accord. Quand on a fait les analyses génétiques de cette orge, on s'est rendu compte qu'ils avaient des affinités avec l'orge sauvage qui se trouve au sud du Levant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les graines ont voyagé, et pour arriver au nord, et se sont faites domestiquer au nord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des graines qui avaient une valeur particulière. Toutes les graines n'étaient pas équivalentes. Sinon, on n'a pas besoin. On prend des graines avec soi, on les mange et on retrouve les mêmes, on les cultive. Parce que toutes les graines ne sont pas équivalentes. Il y a des graines particulières qui ont une certaine sacralité apparemment, ou qui sont transportées, qui sont beaucoup plus précieuses que les autres, et ce sont elles qui vont subir la domestication. D'accord? Troisième point intéressant, c'est les petites figures qu'on trouve au néolithique, à céramique, donc durant toute cette période de domestication. On trouve des petites figurines humaines, ça commence à apparaître pas mal, mais si vous voyez bien, elles ont des formes très particulières, bon il n'y a pas de jambes, alors on pourrait se dire qu'ils ne sont pas très très doués, hein. Moi ce que je dis c'est autre chose, c'est que ça ressemble à des graines quand même. Vous voyez, c'est des graines de céréales, et donc il y a une sorte d'homologie ou d'identité homme-graine qu'on commence à voir. Donc on a d'un côté des rituels, d'un autre côté on a des graines qui ont une valeur particulière, et ces graines qui ont une valeur particulière, plus ou moins, on ne sait pas encore, hein, ça pourrait être, elles sont identifiées aux hommes, d'une manière ou d'une autre. Ok ? Donc voilà, on en arrive là. Et donc là, je résume un petit peu, enfin, je l'ai résumé, donc on va aller vite. Donc, on n'a pas de rentabilité. Donc, les singularités de ce foyer, on n'a pas de rentabilité de culture des légumineuses. On a un gros problème avec les légumineuses, qui sont pourtant font partie de toute cette dynamique. On n'a pas de sélection des critères agronomiques pendant toute cette période. On a des rituels autour des graines, une importance de graines particulières, on ne sait pas lesquelles encore, mais on va le voir. Et on a des homologies hommes-graines. D'accord, ça je répète un petit peu ça. Et donc, on a des facteurs. Le schéma classique qu'on avait d'agriculture qui, par sélection, donne la domestication ne fonctionne pas. On a probablement quelque chose qui se passe aussi dans l'autre sens, depuis domestication jusqu'à agriculture, au moins les lentilles nous le font dire. Et on a des facteurs culturels apparemment qui jouent dans les trois dimensions, enfin dans l'agriculture, dans la domestication et dans le processus lui-même. Voilà. On en est là pour l'instant. On ne peut pas aller tellement plus loin tant qu'on reste au néolithique parce que si on met la barre de... Si on sépare le monde à partir du néolithique entre ce qu'il y avait avant et le néolithique, ça veut dire qu'on sépare à partir du moment où on fait de l'agriculture. Or là, ce que je vous dis, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe avant l'agriculture, forcément. Puisque, comme je vous ai dit, les lentilles, il n'y avait aucune raison de les faire pousser.
dans une pensée agricole. Donc, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à concevoir ce qui s'est passé avant tant qu'on ne remonte pas plus en arrière dans le temps. Et remonter plus en arrière dans le temps, ça veut dire qu'il faut passer à ce qui était avant le néolithique pour essayer de comprendre cette période. Alors, et donc, il faut passer à ce qu'on appelle le Natoufien. Voilà. Le Natoufien, c'est une période qui dure entre 12 500 avant notre ère et 9 700. C'est une culture qui commence au sud Levant, qui est très sud Levant, qui se propage un petit peu, mais pas beaucoup. C'est là-bas que ça se passe. Alors, c'est une période très intéressante. C'est la première période de sédentarisation, qu'on connaît. On voit qu'il y a une abondance anormale de certaines graines dans les petits villages. Donc, on voit qu'il y a... et puis, en plus, il y a des graines qui ne correspondent pas aux plantes sauvages qui sont autour. Donc, on voit qu'on introduit des graines. Donc, on s'est douté qu'on commençait à faire de la culture. Mais comme on ne voit pas de silo, alors les chercheurs se sont dit, bon, ce sont des expériences infructueuses, quoi. On a commencé à essayer de faire des choses, et puis ça n'a pas marché, etc. Donc nous, on avait l'obsession, les chercheurs avaient l'obsession de mettre le point zéro avec l'agriculture. Vous voyez, encore une fois. Là maintenant, si on s'intéresse à ça, on dit oui, peut-être qu'il n'y a pas encore d'agriculture, mais il se passe des choses très intéressantes qui vont probablement nous informer sur les motivations, les premières motivations, et donc la domestication. Voilà. Donc on a donc... et ce qui est très intéressant dans cette période, pourquoi est-ce qu'elle est remarquable, c'est qu'on va trouver beaucoup de rituels autour des graines dans cette période. Et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, on a déjà des rituels. Voilà, je vous montre un manche de fossiles. On a des fossiles rituels, très très belles, comme ça. Ça, c'est un manche en os de cervidés. Alors, ce sont des fossiles. Donc on a une cérémonie autour de la coupe des plantes. Alors, pourquoi est-ce qu'on couperait des plantes? Puisque je vous ai dit que les céréales sauvages ont les graines qui tombent. On n'a pas besoin de les couper. En plus, si on les coupe, c'est que les graines ne sont pas encore formées, quoi. On va manger quelque chose de moins bon. Et en effet, on voit qu'on coupe. Alors les gens se sont dit, oui, mais on ne devait pas couper des céréales. Oui, on coupe des céréales, on a trouvé des petits bouts de silex comme ça, et il y a encore des traces de plantes dessus, et on voit qu'ils coupaient des plantes vertes, encore vertes, des céréales encore vertes. Donc on a un rituel sur des plantes qui sont encore vertes à ce moment-là. Donc on n'est pas dans l'agriculture, mais on est dans un rituel de plantes. Maintenant, un autre rituel qu'on trouve, une autre chose qu'on trouve très ritualisée, sont les mortiers. Alors les mortiers, ils ne l'ont pas inventé, évidemment. Au Natoufien, on connaît ça déjà avant. Pour information, on utilise les graines, on a trouvé des campements temporaires autour du lac de Tibériade, moins 22 000, où on utilise déjà 80 à 90 espèces de plantes différentes pour l'alimentation, pour la construction, pour plein de choses. Donc, on connaît très bien, on sait utiliser, on sait récolter, les gens connaissaient très bien les plantes, même des plantes médicinales, tout était très connu il y a plus de 20 000 ans, quoi. C'est impressionnant de voir ça. Donc il y avait aussi des mortiers, mais là, ce qu'on retrouve au Natoufien, quelque chose de très nouveau, on a des mortiers ritualisés. Vous voyez, ce mortier-là jaune, par exemple, il est extrêmement travaillé, de l'extérieur, de l'intérieur. On n'a pas besoin de ça pour broyer des graines. Donc on a une importance des mortiers, et on trouve cette importance des mortiers. Ici aussi, on trouve aussi beaucoup de mortiers qui sont creusés dans la roche. Ça, c'est dans des cavernes d'habitation, ou même des cavernes funéraires. On trouve des mortiers autour, c'est très curieux. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'on trouve des mortiers qui sont tellement fins qu'on pense qu'ils n'étaient pas utilisables. Donc le mortier a une valeur rituelle en soi, ici. Donc vous voyez, on est dans une période où on a tout fien ici, on est une période où on a ritualisé quelque chose qui a rapport avec les graines. C'est déjà important. Voilà. Alors, la chose la plus intéressante dans cette ritualisation, c'est qu'elle se trouve beaucoup en contexte mortuaire. Au Natoufien, on voit que les mortiers servaient à préparer des repas mortuaires, puisqu'on trouve ces mortiers-là dans des graines, dans des cavernes de sépulture, d'inhumation. Alors bon, on peut se dire, oui, mais c'est normal, on fait un repas autour de, comme on fait un peu aujourd'hui, quand on fait un repas autour d'un rite funéraire, bon, c'est rien de spécial. Le seul problème, c'est qu'on trouve aussi des graines dans les sépultures, souvent. Alors là, on peut se dire encore, oui, on donne des aliments pour les morts. Pas vraiment, parce que ces graines, elles sont mises dans des blocs de glaise, comme ça. On n'a pas un petit sac, non, elles sont vraiment enfermées dans de la terre. Et ça, c'est curieux. Ce qu'on trouve aussi, c'est que les mortiers, on trouve des mortiers en sépulture, souvent des mortiers cassés. Alors on pourrait se dire encore une fois, bon, on va donner des mortiers pour que le mort puisse faire son pain. Non, pas vraiment, parce qu'on trouve dans ces mortiers parfois des os humains. Donc en fait, c'est le mortier qui sert de sépulture. Donc on n'est pas du tout dans une logique de nourriture. On est dans une autre logique, on est une logique d'homologie ou d'équivalence entre le mortier et quelque chose de l'homme ou de la vie ou de la mort. Et on trouve aussi, pour la première fois, des perles de malachite sur les défunts. Alors les perles de malachite,
on pourrait dire que c'est d'une décoration, moi je le trouve vraiment en contexte mortuaire surtout. Ce qui veut dire que alors, ça a été interprété comme quelque chose de végétal, d'une sorte d'allusion à quelque chose de végétal. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que les fossiles rituels cueillaient des plantes vertes, qui sont encore vertes, et pas mûres comme ça, pas des céréales qui ne sont pas encore mûres. Et là, on a pareil, on a une sorte d'homologie ou d'équivalence entre quelque chose qui est vert dans les plantes, les graines elles-mêmes et le contexte mortuaire. Alors bon, ça c'est le natoufien, vous allez pouvoir me dire, bon, c'est bien, mais on n'est pas encore dans l'agriculture. Ce qu'il y a, c'est que, pardon, ce qu'on trouve aussi, j'ai oublié ça, en contexte mortuaire, on trouve aussi, comme là c'est une grotte qu'on trouve au Mont Carmel, une grotte d'inhumation, et vous voyez ici, bon, c'est pas le vrai, enfin ça a été reconstitué, on en trouve des squelettes, vous voyez, dans des mortiers, on en trouve d'autres, et on trouve et alors ce qu'on trouve aussi très curieux dans ces mortiers qu'on trouve en milieu funéraire, c'est qu'ils sont percés à leur base. Et ça c'est pas normal, parce qu'un mortier qui est percé, alors c'est parfois des mortiers qui ont déjà servi, on voit qu'il y a des traces, ou des fois pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que le mortier est percé, il ne sert plus à rien. Donc en fait, on n'est pas encore dans le contexte utilitaire, on est dans un contexte religieux d'équivalence. Entre le mortier, quelque chose de l'homme, qui est lié à la mort ou à la vie, on ne sait pas encore. Voilà. Et donc tout ça, on a tout ça au natoufien. Alors maintenant, vous allez pouvoir me dire, bon, mais ça c'est le natoufien, au néolithique on a autre chose. Non, le contexte mortuaire, l'importance du contexte mortuaire dans la société natoufienne, on voit son importance parce que les morts sont enterrés près des maisons, ou même dans les maisons, enfin, on détache les crânes, on les met à l'entrée des maisons, enfin, c'est une société qui est pratiquement obsédée par la mort, enfin obsédée non, ça c'est nous qui le disons. Enfin, la mort a une position très centrale et très sacrée, il y a une sacralité de la mort, si on pourrait le dire comme ça, parce que ça se trouve vraiment partout. Et on retrouve ça exactement pareil au néolithique à céramique. C'est qu'on a une continuité de cette sacralité de la mort, même amplifiée, puisqu'on va avoir de plus en plus de crânes qui vont être à l'entrée des maisons, et on va avoir même des crânes qui vont commencer à être façonnés, enfin qui vont être façonnés, on va mettre de l'argile dessus, et puis on va refaire un visage. Alors au début quand on a vu ça, on s'est dit oui, ça doit être un culte des ancêtres, en fait, parce que quand on voit les crânes, on s'est dit... Le seul problème, c'est que, alors là vraiment on en trouve énormément, de plus en plus, les crânes modelés. Le seul problème, c'est quand on retrouve certains de ces... On voit qu'il y a une préférence dans le remodelage pour les individus qui avaient des gros crânes ou des malformations crâniennes, comme on voit ici par exemple. On trouve aussi, ça c'est ce qui est devenu la couverture de mon bouquin, alors ça c'est quelque chose, vous voyez, on dirait un petit poupon comme ça, parce qu'en fait c'est un crâne surmodelé, encore une fois, mais c'est pas un vrai crâne, on a enlevé la mandibule inférieure, ils ont limé les dents, et en fait tout le visage est refait à partir de la partie, du crâne sans la mandibule. Alors pourquoi on fait ça? Pour donner l'impression d'un crâne encore beaucoup plus gros. Donc on est dans une culture où on a une sacralité de la mort, sacralité du crâne et du gros crâne aussi, et tout ça est lié à l'agriculture. Voilà. Alors maintenant, voilà les éléments qu'on a pour l'instant, et ce qu'on a au natoufien se continue au néolithique. Donc là on a une continuité, mais on n'en sait pas tellement plus. Maintenant, la pierre de rosette dans tout ça, c'est quelque chose qui s'est passé, qu'on voit au natoufien. On a de la chance, qui va nous donner un petit peu le lien entre tout, parce que là pour l'instant on ne comprend rien. On a des crânes, on a des graines, on a des morts, on a des vivants, enfin voilà, on est dans le brouillard complet. Et là, on a trouvé quelque chose qui a été trouvé à Nachal-Oren, dans une grotte près du Mont Carmel, du natoufien. Regardez ce qu'on trouve ici. On a une grotte funéraire, et qu'est-ce qu'on a ici? On a donc des ossements, et puis on a des mortiers qui ont été cassés, volontairement, vous voyez, la fracture est très très nette, ici, cassée. Mais ici, vous avez quelque chose d'autre, vous avez un défunt qui est couché sur le côté, et que regardez un petit peu le crâne, à la place du crâne, ce qu'on a, un mortier. Vous voyez? Et ce mortier, quand on l'a soulevé, on a vu que c'était un mortier percé aussi. Donc en fait, là, ça c'est pour moi la pierre de rosette, ce qui nous montre une équivalence entre crâne, et mortier. Et comment on sait qu'on a cette équivalence? Parce qu'on trouve aussi dans les fondations des maisons, on a beaucoup de fragments de crâne et beaucoup de fragments de mortier, souvent ensemble d'ailleurs. Donc en fait, on a vraiment une équivalence entre les deux. Bon, en quoi ça va nous aider tout ça? Voilà. Alors, on comprend maintenant du coup pourquoi est-ce qu'on a un trou en bas, au fond du crâne, au fond du mortier, parce que tout simplement c'est ce qu'on trouve dans le crâne, quoi. Dans le crâne, on a un trou en bas qui laisse passer la moelle épinière, le bulbe et la moelle épinière. Donc en fait, on a vraiment l'homologie. Vous voyez, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a une homologie entre le crâne et
et le mortier d'un côté. Et donc on a une homologie aussi entre l'intérieur du crâne et l'intérieur du mortier. Donc entre les graines et le cerveau. Intéressant. Et cette homologie, c'est pas uniquement une homologie végétale parce qu'on a des graines qui vont germer, parce que ces graines on les détruit. C'est la matière des graines qui est importante ici, puisque c'est des graines qui vont être pilées, qui vont être broyées. C'est pas des graines qui vont pouvoir germer après. D'accord ? Donc on a une équivalence entre une matière qui va être une sorte de pâte de graines particulières et le cerveau. Alors on est en département de philosophie, alors on se dit ah oui d'accord, le cerveau c'est l'organe de la pensée ici, et donc c'est une sorte de sanctification de la pensée. On pourrait dire oui, la philosophie a commencé ça là. Oui, elle a commencé là, mais pas de cette façon-là. Enfin, à mon avis, elle a commencé là, mais pas de cette façon-là, vous allez voir après. En fait, il faut essayer de comprendre ce que signifiait le cerveau à cette époque-là. Alors c'est pas évident, mais on va le voir quand même. Si on arrive à comprendre ce que signifie le cerveau, on va essayer de comprendre, on va pouvoir entrevoir pour quelle était l'importance des graines. On a tout fait encore, puisqu'on n'est pas dans la culture, on n'est pas dans l'agriculture, on est dans autre chose. Voilà. Alors pour ça, on s'intéresse au néolithique, à céramique ou même céramique, aux représentations du crâne. Le crâne, et vous avez beaucoup de représentations du crâne qui sont associées à des serpents, comme ici par exemple à Nevalis-Sori, c'est à l'est de la Turquie. Enfin, on est toujours dans le corridor levantin, en PPND. Vous voyez un serpent ici, qui est le serpent à cette époque-là, comme avant et comme après d'ailleurs, est un symbole de vitalité. Hein ? Donc en fait, il semble que ça a quelque chose à voir avec la vitalité, le crâne. Deuxième exemple que je vais vous montrer, c'est à Çatalhöyük, vous connaissez, c'est le grand site néolithique, néolithique céramique du coup, où on a des expressions, manifestations religieuses, le taureau, la déesse, enfin, on a bâti énormément de choses sur la domestication des plantes et sur l'agriculture. À partir de Çatalhöyük, c'est devenu un site très très important, qui est aussi en Turquie. Là, ce qui est intéressant dans ce site, on voit un autel de sacrifice, et ce qu'on voit, c'est qu'on voit une sorte de crâne stylisé avec des cornes. D'accord ? Et ces cornes-là, en fait, parce qu'on va les voir très très souvent, à chaque fois quand on verra des cornes, c'est une sorte de métonymie du crâne. Et non seulement une métonymie du crâne, mais c'est un caractère sexuel secondaire de l'homme. Les crânes, les cornes, pardon. Les cornes, vous les trouvez aussi chez les femelles, les animaux, mais chez les mâles, ils sont beaucoup plus grands. Et quand ils sont grands, en général, c'est signe de maturité sexuelle. Donc on a choisi les cornes à cette époque-là comme symbole du crâne, c'est donner une orientation sexuelle. Alors, on trouve même ces choses-là bien avant, parce que je vous montre la Vénus de l'Ocel, ici. Enfin, là, on est au Paléolithique, on est ailleurs, on n'est pas du tout dans la domestication, on est en France. Ici, vous voyez un petit peu ce qui se passe avec cette Vénus de l'Ocel qui a été trouvée à Marcaille, donc dans le Périgord. Vous voyez, elle tient une corde d'un côté, okay, et de l'autre, enfin donc d'une main, et de l'autre main, la main près de son pubis. Et donc, elle est en train de nous montrer un lien, elle affiche un lien entre la vitalité sexuelle masculine, qui est symbolisée par la corne, et la fécondité. Okay. Donc, on a une sorte de lien entre vitalité et fécondité et reproduction. Ça, c'est ce qu'on a déjà au Paléolithique, c'est ce qu'on a aussi au Néolithique, c'est ce qu'on a bien après aussi, puisque dans les textes, si vous voulez, les textes égyptiens, les textes de l'Antiquité ancienne, on a toujours un lien entre cerveau, crâne, reproduction. C'est quelque chose qui existe. Alors, ça paraît un petit peu étrange, mais enfin, c'est quelque chose qui est connu maintenant depuis un certain temps. C'est ce qu'on appelle la théorie du muelos, qui a été formulée par Weston Labarre en 1978, je crois, dans un bouquin. Elle a été déjà formulée avant par Audience, qui est dans The Origin of European Thought, l'origine de la pensée européenne, qui est fondée sur les textes d'un helléniste, donc on connaît ça très très bien dans l'Antiquité. En fait, la théorie du muelos, elle vous dit comme ça, elle voit une continuité entre le cerveau, la moelle épinière et les organes génitaux mâles. Et en fait, il concevait la moelle épinière et le cerveau comme du sémen plus ou moins solidifié qui était liquéfié et qui était donc source de fécondité. Et donc pourquoi est-ce qu'on pensait comme ça? Tout simplement parce que si vous voyez le sacrum, vous avez quelques nerfs très très gros qui sortent du sacrum, qui passent par là, qui passent très très près des organes génitaux. Alors à l'époque, on ne connaissait pas les nerfs, on pensait que les nerfs étaient des tuyaux, des conduits, un petit peu comme d'autres conduits. Et donc en fait, on imaginait que cette moelle épinière se liquéfiait, devenait du sémen qui allait féconder. Alors donc, comment est-ce qu'on concevait l'embryogenèse à cette époque-là? Et là, quand je parle de cette époque-là,
le moelos, la théorie du moelos, ça a été vérifié, si on veut, a été observé sur tous les continents, à partir du Paléolithique jusqu'au XVIIe siècle. Hein, puisque même Léonard de Vinci, dans ses croquis d'anatomie, fait encore le conduit, fait encore des nerfs qui sortent de la queue de cheval, les fait venir jusqu'au testicule. Donc jusqu'à cette époque-là, on pensait encore en théorie du moelos. C'est quelque chose qui est totalement nouveau. La manière dont on conçoit la reproduction est complètement nouvelle. Jusqu'au XVIIe siècle, au XVIe siècle, on voyait encore comme ça. Alors, comment est-ce qu'on concevait la reproduction? C'est que l'homme fournissait les parties blanches, c'est l'os, avec la moelle des os qui n'était pas complètement durcie. Hein. Ça veut les tendons, le blanc des yeux, des choses comme ça. Et la femme fournissait le sang, et avec le sang, les chairs, les muscles, les organes, les viscères, etc. Et donc, en fait, la reproduction se faisait comme ça. Et donc, si vous voulez, quand on voit que cette conception de la reproduction existait, on comprend un petit peu ce qu'est le cerveau à cette époque-là. À l'époque, cette sacralité qu'il y avait du cerveau, c'est une sacralité de la vitalité. Alors donc, lorsqu'on a, si on revient à la domestication, ou à la période dont on parle, donc le Natoufien, on va avoir une homologie entre les graines, d'un côté, et une vitalité liée à la reproduction, liée au cerveau, liée au sémen. Et donc, c'est ça qu'on a pour l'instant. Et donc, il y a une sacralité des graines qui sont liées à cette... Donc voilà, donc on a le cycle de vitalité au Natoufien. Ça, c'est une petite statuette du Natoufien qui date de l'époque aussi. Voilà, donc le cycle du moelos, il est comme ça. C'est le cycle classique qu'on connaissait depuis le Paléolithique. Hein. À cela, au Natoufien, on a rajouté un autre cycle, qui est un cycle qui passe par les graines. Alors, où on a une homologie, où on a quelque chose qui passe. On ne sait pas encore, mais on a quelque chose qui s'est complexifié à cette époque-là. D'accord ? Maintenant, cette chose qui passe par les graines passe aussi par la mort, comme je vous ai dit, puisqu'en fait, on associe ces rituels des mortiers aux défunts, au contexte funéraire. Alors, la chose la plus simple qu'on pourrait imaginer, c'est qu'en fait, les personnes, il faut enterrer. Les graines poussant dessus poussent différemment, enfin elles ont plus d'engrais, des choses comme ça, donc elles vont se modifier, elles vont être plus grosses, on va s'y intéresser, et puis elles vont être à l'origine de la domestication. C'est une idée qui a été formulée au début du XXe siècle. Elle n'est pas très convaincante. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir des défunts pour avoir des milieux très azotés, très riches en azote. Il suffit d'avoir les zones de détritus, vous avez les zones de chasse où on jette tous les détritus de chasse, les restes de viande, les restes de sable, c'est très, ou même les déchets. Ça, c'est très très riche en azote, et donc on pourrait aussi bien avoir associé, si c'était une question d'azote, on n'associerait pas forcément aux morts, on associerait aux déchets et aux détritus. Or, c'est pas ce qui se passe, on ne trouve pas ça dans la représentation. Donc, il y a quelque chose d'autre. La chose qui se passe, ça c'est quelque chose qui a été découvert il y a très peu de temps, c'est les polyamines. C'est que les organismes en décomposition, les hommes, les cadavres, des animaux en décomposition, quand il y a beaucoup de chair, il y a des processus anaérobes qui se passent, surtout quand ils sont enterrés, de décomposition, qui créent des composés absolument abjects, c'est ce qu'on appelle les polyamines, qui sont des dérivés de l'arginine et de la lysine, enfin, deux des acides aminés qui sont très abondants dans les chairs. Et ce sont des composés qui puent. C'est la putrécine par exemple, la cadavérine, des choses qui sont absolument... Et puis il y a aussi d'autres qui sont comme la spermidine et la spermine. Bon, ils sont un peu moins, ils sont pas liés aux morts, mais ils sont liés à la vitalité. Alors c'est très intéressant. Il y a les deux ici. Alors ces composés, on n'y a pas forcément attaché beaucoup d'attention parce que pour nous c'était des déchets, des choses de décomposition, des choses abominables. Mais on s'est rendu compte depuis à peu près une vingtaine d'années que ce sont des composés hormonaux qui ont une activité hormonale sur toutes les cellules vivantes, y compris chez les hommes, chez animaux et végétaux. Et ça fait partie des hormones probablement les plus anciennes du monde vivant. C'est parmi les toutes premières hormones qu'il y a eu dans le monde vivant. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui s'associent beaucoup à l'ADN, qui modifient l'expression de l'ADN, qui font plein de choses comme ça. Et chez les plantes, ce sont des composés qui ont une activité hormonale très puissante. Alors ça, c'est quelque chose qui a été découvert il y a à peu près une quinzaine d'années, par des agronomes. Alors qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que ce sont des composés qui favorisent la germination, stimulent la germination, qui sont impliqués beaucoup, qui modifient la sensibilité aux hormones,
qui stimulent la floraison, la fécondation et qui retardent la sénescence. Or, vous voyez que tous ces effets physiologiques correspondent au syndrome de domestication. Vous voyez par exemple que la stimulation de la germination, vous avez la non-dormance des graines dans le syndrome de domestication. La sensibilité aux hormones qui change, vous allez avoir un renforcement de la dominance apicale, vous avez le port des plantes qui va devenir de plus en plus droit, et donc vous allez avoir des plantes qui vont de plus en plus vous allez pouvoir les cultiver très densément. Une perte des mycorhizes, les plantes ont besoin d'engrais. Pourquoi elles ont besoin d'engrais, les plantes que vous cultivez? Parce qu'elles n'ont plus de mycorhizes, elles n'ont plus de symbiose avec les champignons qui leur drainent les éléments nutritifs. Vous allez avoir une perte qui va être liée à ça, et vous allez avoir les sensibilités aux hormones vont changer, et vous allez avoir des plantes qui vont être capables de vivre dans des conditions suboptimales, que les plantes sauvages ne pouvaient pas avoir, et ça c'est aussi un caractère propre de la domestication. Autre chose, vous allez avoir des plantes qui vont avoir beaucoup plus de fleurs. Vous avez par exemple l'orge. L'orge sauvage, c'est un orge à 2 rangs. L'orge domestique à 6 rangs. Alors on s'est dit, oui, ils ont sélectionné des plantes, il y avait 6 graines, il y a 3 graines de chaque côté, donc c'est un orge à 6 rangs. En fait, ce qui se passe, vous voyez l'anatomie de l'orge, vous avez une fleur qui est fertile et 2 fleurs qui sont stériles autour, toujours. Donc vous avez une seule. Et ce qui se passe dans la domestique, c'est que les fleurs stériles deviennent fertiles. Or, vous avez justement un renforcement de la fertilité par les polyamines. Et autre chose, c'est naissance programmée. Si vous avez une sénescence programmée qui est retardée par les polyamines, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des graines qui ne vont pas tomber. Parce que je vous ai dit que la déhiscence, c'était lié à un processus de sénescence, c'est dans une toute petite région, un peu comme les feuilles qui tombent. Et donc si vous avez cet arrêt de sénescence, vous avez les plantes. Donc vous voyez qu'en mettant des polyamines, en inondant les plantes de polyamines, vous avez tous les caractères de la domestication qui apparaissent là. Alors c'est très curieux, évidemment. Alors ce qui est en plus une chose intéressante, c'est que les plantes sont extrêmement tolérantes aux polyamines, parce que là vous en avez vraiment beaucoup. Donc il suffit qu'il y ait que des plantes qui poussent partout, poussent également sur une tombe fraîchement enterrée, parce que ça les polyamides c'est la première année, enfin, c'est quelques mois après ça disparaît. Les pluies, etc., ça disparaît. Donc, si vous avez des plantes qui poussent sur un cadavre fraîchement enterré, dans les 2-3 mois, il va être inondé de polyamine et il va se comporter complètement différent. C'est une plante qui va être complètement différente. Voilà. Alors bon, quand je vous dis ça, bon, c'est bien gentil, mais vous allez me dire, ça ne va pas faire des plantes domestiques, parce que les plantes domestiques, il faut sélectionner quelque chose. Et je vous ai dit qu'il n'y avait pas de sélection. N'est-ce pas? Mais alors là, c'est encore autre chose qui a été découvert maintenant, c'est que jusqu'à présent, on était dans un modèle darwinien de sélection, de domestication, où il fallait sélectionner les plantes. Donc, on a découvert un autre mode qui s'appelle l'autodomestication. C'est que vous allez avoir une transformation des plantes, génération par génération, qui vont arriver, ou des plantes ou des animaux, parce qu'on a découvert ça chez les animaux avant les plantes. On a découvert pas mal de choses ces derniers temps. On a découvert que, en fait, on pouvait, chez les plantes, chez les animaux, ce qui joue le rôle des polyamines, ce sont les corticostéroïdes, c'est les hormones de stress. Quand vous mettez les animaux en stress, ou vous sélectionnez les animaux qui sont résistants, enfin qui sont dans un environnement où ils doivent être très stressés, ils ont une baisse de corticoïdes, vous allez avoir exactement pareil que la montée de polyamine, vous allez avoir plein de choses qui vont se modifier, y compris dans l'embryogenèse, etc. Vous allez avoir des syndromes de domestication des animaux qui vont être entièrement liés à une baisse de corticostéroïdes. C'est extraordinaire, exactement comme je le montre ici. Or là, pour les corticostéroïdes, on a bien vu qu'on avait un phénomène d'autodomestication, c'est qu'on avait les mêmes, ils ont fait ça sur le renard argenté, sur le poulet par exemple, ils ont fait des expériences sur le poulet beaucoup. En fait, on prend les animaux les moins craintifs, on les enferme, sans les sélectionner, sans sélectionner quoi que ce soit, vous allez avoir en quelques générations les animaux qui vont se transformer et puis qui vont devenir comme des animaux domestiques. Voilà, sans faire aucune... on a trouvé ça. Et alors chez les plantes, on a la même chose. Alors, donc en fait, on est en train de modifier le schéma de domestication grâce à ces découvertes qui se sont faites dans les 10 dernières années. Donc, la chose classique qu'on avait, jusqu'à encore il y a 10 ans, c'était une domestication par sélection. Donc on avait un milieu qui, dans un milieu particulier, un phénotype particulier s'exprime. Alors ce phénotype, il est influencé à la fois par la génétique et par l'épigénétique. Alors nous on s'est dit, enfin les gens qui s'intéressent à la domestication n'aiment pas beaucoup l'épigénétique parce que ça empêche la sélection. Parce qu'en fait ça masque un petit peu les différences génétiques qui seraient censées être les choses qui se sélectionnent, qui permettent d'arriver à une espèce différente. Si vous avez toutes les plantes qui expriment la même chose grâce à l'épigénétique, vous n'allez pas pouvoir sélectionner les plantes qui vous intéressent, parce qu'elles vont toutes faire la même chose. Vous allez être obligé
chaque génération de refaire la même chose. C'est comme ça qu'on le concevait. Et donc en fait la sélection se faisait par le biais de la génétique quand l'épigénétique était basse, ça était peu exprimé. C'est un petit peu comme ça qu'on le voyait. Maintenant, ce qu'on a découvert petit à petit, c'est que l'épigénétique influençait sur la génétique aussi. C'est qu'en fait, vous avez l'épigénétique, vous savez ce que c'est les méthylations, c'est ce qu'on appelle, enfin, c'est les modifications, modifications de l'ADN, souvent par méthylation ou par acétylation des histones, si vous voulez, qui modifient un petit peu l'expression des gènes. Donc, vous avez d'un côté les gènes et leur régulation, puis de l'autre côté, vous avez des facteurs environnementaux qui vont provoquer des méthylations par-ci par-là, qui vont modifier l'expression. D'accord ? Ça, c'est le schéma classique maintenant. Dans le schéma classique, ce qu'on avait, c'est qu'à chaque génération, on met le compteur à zéro, les méthylations s'effacent lors de la mitogénèse, et puis on reprend à zéro, donc avec le génotype, et puis l'environnement qui va faire moduler un petit peu l'expression. C'est comme ça qu'on voyait les choses. Maintenant, ce qu'on a découvert, c'est que l'épigénétique, les endroits qui sont très très méthylés, enfin, qui sont très très marqués par l'épigénétique pour l'expression du génome, eux vont devenir des points chauds de modification génétique, de transcription, de transposition, de recombinaison génétique ou même de mutation. Donc vous voyez que les deux environnements ne sont pas du tout disjoints, au contraire, il y a un mélange des deux qui fait déjà qu'on a une autodomestication possible. Là, on ne parle pas encore d'hormones. Maintenant, on a découvert aussi autre chose, là, c'est dans les 15 dernières années, on a découvert les effets transgénérationnels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. L'effet transgénérationnel, c'est quelque chose qui a été découvert il y a à peu près 30-40 ans, notamment par les enfants d'agriculteurs. On a découvert que les agriculteurs qui pulvérisaient des insecticides, enfin des poisons, des neurotransmetteurs, hein, en général, c'est des poisons, des toxines du système nerveux, avaient des enfants qui souffraient de troubles du système nerveux. Or, c'était le père, la mère on connaissait les effets maternels, c'est qu'on savait que quand une mère fumait, buvait, des choses comme ça, l'enfant pouvait, pendant qu'il était en gestation, pouvait être affecté et en souffrir. C'est pas qu'on demande aux femmes de faire attention quand elles sont enceintes. Par contre, on ignorait complètement qu'un homme pouvait, par ses spermatozoïdes, influencer. On pensait que le spermatozoïde, c'est simplement la moitié du génome, un haploïde qui vient et qui se colle, et puis voilà, c'est tout. Alors, on a découvert il n'y a pas longtemps, alors c'est une chose qui est extrêmement mystérieuse, on a trouvé ça maintenant sur énormément de cas, hein, ça devient maintenant quelque chose... c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui remet complètement en question la manière dont on conçoit l'évolution, la transmission des caractères, enfin on revient à une sorte de lamarckisme un petit peu quand même, hein, ça a pris du temps. Et surtout, tant qu'on ne connaissait pas le mécanisme, on se disait c'est pas possible, enfin c'était là mais c'était pas possible. Quoi. Et maintenant on a trouvé les mécanismes, en fait on a trouvé que dans les spermatozoïdes, au-dessus du noyau, il y a une sorte de poche qui est assez grosse avec des ARN. Alors c'est des petits ARN, tout petits ARN, qui se bloquent, qui se fixent sur le génome au tout début juste après la fécondation, et qui vont lui donner une forme particulière et qui vont conditionner la méthylation, et donc l'épigénétique. Donc vous allez avoir une sorte de guide de la méthylation par le mâle. Alors c'est très intéressant, c'est surtout le mâle. La femelle le fait un peu, mais c'est surtout l'apport des spermatozoïdes. Alors on a ça chez les animaux, vous allez me dire, et les plantes, mais les plantes on connaît ça depuis très longtemps, les ARN qui bougent. Donc, on connaît ça par exemple, on connaît ça depuis le début du XXe siècle avec ce qu'on appelle les hybrides de greffe. Je ne sais pas si vous connaissez. Les hybrides de greffe, c'est quand on prend une greffe, c'est ce que c'est, vous avez un greffon, un porte-greffe et un greffon. On fait ça en général pour que le greffon donne des gros fruits, des choses comme ça. Et puis à chaque fois on reprend, on refait sur un nouveau porte-greffe et c'est tout. Mais si on prend les graines de ces greffons, on les fait pousser, on voit qu'on a des caractères de la plante qui était racine dedans. Et ça c'est pas normal du tout. Et ça on le connaît depuis le début du XXe siècle, ça s'appelle les hybrides de greffe. Et là maintenant on a découvert qu'il y avait de l'ARN qui circulait de l'un à l'autre. Et en fait la plante communique énormément par ARN d'un endroit à l'autre. Par exemple la floraison des plantes, c'était un grand mystère, on cherchait toujours les hormones de floraison, le florigène, enfin ça durait pendant des siècles, pas des siècles, enfin des décennies. Maintenant on s'aperçoit que c'est des ARN qui sont envoyés et qui modifient tout d'un coup
la conformation de l'ADN, voilà, et qui permettent une expression d'un set complètement différent de gènes, qui parlent de deux choses qui vont... Voilà. Donc en fait, ce qu'on a maintenant, on sait qu'on a, un processus d'autodomestication qui peut se faire par de l'ARN qui communique d'une génération à l'autre, qui conditionne des choses, et qui va finir par se fixer, qui va modifier l'ADN en tant que tel. Voilà. Et maintenant, si on s'intéresse donc aux polyamines, en quoi elles agissent? Alors elles agissent, comme je vous ai dit avant, sur l'épigénétique aussi, ça je vais vous montrer. Sur la génétique, puisqu'elles vont modifier l'expression du génome, elles vont modifier l'épigénétique, et elles vont agir énormément sur l'ARN, puisque ce sont les molécules qui permettent, qui confèrent la stabilité à ces petites molécules d'ARN. Plus vous avez de polyamines, plus elles vont être, jusqu'à un degré particulier, mais plus vous allez avoir de polyamines, plus ces petits ARN vont être efficaces, vont durer longtemps, pour ne pas se faire détruire, et vont influencer. Donc vous avez un modulateur de cet effet d'ARN, de cet effet transgénérationnel, par les polyamines. Donc les polyamines, non seulement vont faire un syndrome de domestication, mais en plus, elles vont favoriser la transformation des plantes, l'autodomestication après. D'accord? Donc voilà, donc on a des mécanismes. Donc une fois qu'on a tous ces mécanismes, je vais un petit peu récapituler le scénario. Ça va, on a un petit peu encore de temps j'ai encore 10 minutes? D'accord. Alors, une fois que je vous ai montré tout ça, bon, je m'excuse si ça va un peu vite, hein, mais si vous voulez en savoir plus, il y a le bouquin qui explique un peu tout. On peut arriver à reconstituer un scénario maintenant de domestication en rassemblant toutes ces données ensemble. Alors, le scénario, il commence, je le fais en 6 étapes, enfin, c'est un scénario que j'ai inventé. Hein, donc, vous avez l'innovation à chaque fois, à chaque phase, et la période, et vous avez les signes qui nous font dire que c'est ce qui se passe. Alors, la première phase, c'est ce que j'appelle la phase des plantes survitales, c'est-à-dire c'est la découverte de plantes qui ne vont pas vieillir quand elles sont sur les tombes. Vous avez des plantes, ce qui se passe au Levant, quand vous avez des plantes qui sont vertes, vous avez une prairie à graminées, et vers le mois d'avril, vous avez tout d'un coup un vent chaud qui arrive, le Khamsin, et en 2-3 jours, toutes les plantes jaunissent. C'est impressionnant. Vous passez du vert au jaune en 3 jours à peu près. Or là, si vous avez des plantes qui vont pousser sur des fins frais, le retard de sénescence va être là, et elles ne vont pas jaunir. Pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu qu'elles ne jaunissaient pas parce qu'elles manquaient d'eau, mais simplement parce que c'était une sorte de sénescence programmée qui se passait à ce moment-là. D'accord? Or là, quand vous mettez des polyamines, les plantes restent vertes. Donc vous allez avoir un champ qui est tout jaune, puis vous allez avoir tout d'un coup une tache verte qui va être plus ou moins la forme du défunt, enfin du moins qui va être comme le défunt. C'est assez très curieux ça, c'est quelque chose qui doit interpeller. Et je pense que c'est le point de départ de cette histoire. C'est un point de départ où on a conçu qu'il y a un transfert de vitalité. Vous vous rappelez, je vous ai dit que la vitalité c'est quelque chose d'important. Donc ça, il y a un transfert de vitalité depuis le défunt jusqu'aux plantes. Et c'est ce qui fait qu'elles vivent. Et donc ces plantes-là ont une certaine sacralité. C'est pour ça qu'on trouve des fossiles où on va les couper, parce c'est quelque chose de très particulier. On va pas les utiliser comme les autres, si vous voulez. Et la malachite, ou c'est le cas de malachite, où on a de la verdure, comme ça, on a une sorte de sanctification de la verdure. Alors c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est ça le point fondamental, c'est le point de basculement, à mon avis, dans la conscience. C'est que l'homme, tout d'un coup, n'est plus uniquement un hôte parmi les autres sur la terre, il est celui qui vitalise le monde. C'est qu'il y a tout d'un coup, l'homme a une fonction par rapport à la nature. Il n'est pas uniquement quelqu'un qui reçoit, vous savez, avant les chasseurs-cueilleurs, enfin, ils sont toujours en train de s'excuser parce qu'ils vont tuer un animal, etc. Enfin, il y a tout plein de rituels qui se font chez les chasseurs encore beaucoup. Là, tout d'un coup, on a autre chose. On reçoit, mais en même temps, on donne. C'est que l'homme fait don de sa personne et vitalise le monde avec. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose d'universel, ça marche avec tout le monde. Hommes, femmes, enfants, il n'y a pas de statut social, tout le monde le fait, que ce soit de la tribu, des tribus ailleurs. Donc il y a une sorte de dimension d'universalité qui à mon avis, est nouvelle, et une dimension de communion avec la nature qui n'existait pas. Il y avait d'autres communions, évidemment, mais celle-là est nouvelle. L'étape suivante que je la vois avec la sanctification des mortiers, où on commence à broyer ces graines, qui sont à mon avis les graines de ces plantes survitales, qui ont un statut très particulier, et qu'on va commencer à consommer. Puisque si on les broie, en fait, c'est là où on fait les repas funéraires, donc on va réintégrer une partie de cette vitalité en soi. On est encore au Natuphien. Au Natuphien récent, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va commencer à avoir des graines qui voyagent. À partir du moment où on a des graines qui voyagent, ça veut dire que on va commencer à différencier des stocks de graines par rapport aux autres. Et pour moi, c'est un signe qu'on va commencer à réensemencer sur des nouvelles tombes
les graines qui étaient déjà des graines de ces plantes survitales. Et donc on va avoir ce que je vais appeler des graines ancêtres. Et c'est tout à fait le moment, c'est un moment crucial dans la domestication, c'est le moment où on va commencer à migrer. Vous voyez, on a tout chien, au début on est sédentaire, puis d'un coup, il y a une baisse de sédentarité, les gens commencent à voyager, et voyagent très loin, puisqu'ils vont jusqu'au nord du Levant. Jusqu'au nord du Levant, jusqu'au nord du corridor levantin. Et en fait, pourquoi ils peuvent se déplacer? Parce qu'ils se déplacent avec leurs défunts. Avec des sacs de graines comme ça, ils se déplacent avec la vitalité de leurs défunts, donc leurs défunts sont avec eux. Et c'est sur ces graines-là, à mon avis, qu'ils vont devenir après les supports de la domestication. Alors, vous voyez très bien, quand on commence à faire pas mal de générations comme ça, on commence à avoir un processus d'autodomestication qui se passe. On n'est toujours pas en agriculture. Hein, on est simplement, enfin, c'est pas de l'agriculture que de mettre des graines sur une tombe, j'appelle pas ça de l'agriculture. L'étape suivante, c'est l'étape où on commence à voir des silos apparaître, c'est ce que je vous l'ai dit, au PPNA. Et là, ce qu'il y a, c'est que donc on va commencer à mettre en culture des graines. À mon avis, ce sont ces graines dérivées, puisqu'il y a une sacralité autour de ces graines. Ce n'est pas des graines comme vous avez vu, il y avait un sacrifice humain, il y avait des choses comme ça et tout. Il y avait des hommes graines comme ça, on commence à représenter des choses comme ça. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on va commencer à consommer de façon plus régulière ces graines, pardon. Et donc on va commencer à cultiver ces graines ancêtres un peu à l'extérieur. Donc on commence à avoir les cultures. Alors quand on cultive ces graines ancêtres à l'extérieur, ce qu'on va avoir, on va remarquer que les caractéristiques de ces graines ne sont pas comme les graines sauvages, mais d'un autre côté, elles ne sont pas comme les plantes survitales. Parce que les plantes survitales, elles sont pleines de polyamines. Les plantes sauvages n'en ont pas, et celles-là, elles ont une influence, puisqu'il y a un processus d'autodomestication qui est en cours, mais c'est encore intermédiaire. Et c'est ce qu'on trouve exactement, on n'a pas de sélection, mais par contre, on a des caractères qui commencent à changer. Je vous l'ai dit, on a de plus en plus de graines qui ne sont pas déhiscentes, de plantes qui ne sont pas déhiscentes, d'épis, pardon. On a des graines qui sont de plus en plus grosses, mais c'est très petit. C'est exactement cette période-là dont je parle. Puis ensuite, ce qui va se passer, au bout d'un moment, enfin au bout de quelques siècles, quand vous avez des plantes, ce que j'appelle les plantes dérivées, donc ces plantes qui sont issues des graines ancêtres qu'on fait pousser, si vous faites 3-4 générations, elles vont devenir comme des plantes sauvages. C'est une autodomestication qui est encore labile, elle n'est pas complètement fixée. Par contre, il y a un moment où vous allez avoir des plantes qui vont être différentes, mais elles vont rester différentes tout le temps. Et ça, c'est parce que les caractères vont se fixer génétiquement, grâce aux polyamines, grâce aux mécanismes dont je vous ai parlé après. Et donc à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus besoin de graines ancêtres pour en faire des plantes dérivées, puisque ces plantes-là gardent les caractéristiques des graines ancêtres sans être sur les défunts. Donc là, on change de monde complètement. On passe à un monde où on a des plantes, on n'a plus besoin de tout ce processus, et on a des plantes qui vont être les plantes domestiques, qu'on va pouvoir utiliser, qu'on va pouvoir sélectionner, puisqu'elles sont maintenant à nous, elles sont détachées du monde des morts. Et je vous ai fait ça un petit peu en schéma, si vous voulez en schéma de temps. Vous avez la culture des plantes survitales, vous allez la voir pendant toute la période où on fait des graines ancêtres, parce qu'on a besoin de ces plantes survitales qui poussent sur les morts pour avoir des graines ancêtres. Ces graines ancêtres vont donner des graines dérivées, des plantes dérivées, mais à partir d'un moment où les plantes dérivées vont pouvoir être autonomes, si vous voulez, elles vont garder leur caractère tout le long, on va passer aux plantes domestiques, et dès qu'on passe aux plantes domestiques, on n'a plus besoin de produire des plantes survitales ni de graines ancêtres, puisqu'on a ça. D'accord ? Et donc si on revient sur des choses que l'on connaît un peu plus, vous avez une phase d'autodomestication pendant toute la période jusqu'au milieu du PPNB, toute la période de production de plantes survitales, si vous voulez, puisqu'on est la période des polyamines. Puis après, on a une période où on a déjà des plantes qui sont là, et donc on a une sélection. Et donc, si on se place dans le point de vue de l'agriculture, comme on cherchait au début, vous voyez, l'agriculture, elle commence où ? Elle commence avec la production de plantes dérivées. Donc on a des choses qui se passent avant, qui c'est dans de l'autodomestication. C'est pas de la sélection, c'est autre chose, c'est donc cet effet des polyamines. L'agriculture, donc vous voyez, nous, quand on a commencé, on a mis le point zéro avec l'agriculture, on a perdu toute cette compréhension de tout ce phénomène-là. D'accord ? Alors il y a autre chose qui se passe intéressante, à partir du moment où on a des plantes domestiques, comme je vous disais, on n'a plus besoin de plantes survitales. Donc on a le cycle de mort-vitalité qui n'a plus sa raison d'être. Enfin, il existe, on le sait, on le connaît, mais on a des plantes, on a quelque chose de nouveau, on n'a plus besoin de produire tout ça. Donc on a une rupture. Donc, si vous voulez, on a un lien entre les morts, les défunts du moment et les défunts d'avant. Parce que les défunts d'avant ont donné ces plantes, leur mort a créé ces plantes domestiques, si vous voulez, a fait un don aux hommes des plantes domestiques, et puis après elles sont là. Et donc c'est ce que j'interprète aussi avec la naissance des premières divinités. Vous voyez, les premières divinités qui sont les divinités humaines, à forme humaine,
divinités néolithiques qui apparaissent justement au moment de la domestication. C'est pour ça que Jacques Covin, à son époque, elle avait écrit un bouquin là-dessus, c'était sur le début de l'agriculture, début des religions, un petit peu, lie les deux. Il avait raison de lier les deux, mais simplement il ne connaissait pas toute cette histoire avant, parce qu'elle n'était pas encore découverte. En fait, je pense que les premiers dieux à forme humaine, ou à visage humain et à expression humaine, c'est en fait un condensé de toutes ces générations de gens qui ont donné leur corps, qui ont fait don de leur personne pour vitaliser le monde, et puis maintenant pour donner ces plantes cultivées à l'homme. Et donc, comme ça ne se fait plus, c'est les générations anciennes, donc ce sont eux qui ont donné, et elles ont toutes été résumées en une personne, en une figure. Alors, comment est-ce que je peux être un petit peu... Vous pourrez me dire, c'est un petit peu spéculatif. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas spéculatif? Parce que si vous voyez les mythologies de la domestication, un peu, on est plus tard, hein, là on est en Égypte par exemple, vous avez Osiris, le dieu Osiris, qui est le dieu qui a donné... C'est pas le dieu de l'agriculture, mais par contre c'est le dieu qui a donné les plantes domestiques aux hommes. D'accord? Alors vous voyez, les fêtes qu'on a alors déjà, la représentation d'Osiris, on le voit dans sa momie, et c'est un mini Osiris, hein, et tout le corps, c'est un bandage qui est fait de terre et de graines. Donc son corps est un corps de graines, il est fait de graines. D'accord? Et maintenant, une fête qu'on faisait beaucoup, c'est ce qu'on appelle la brique d'Osiris, c'est une sorte de moule en creux, où on mettait de la terre et des graines, et on faisait germer ces graines, et vous voyez, les graines, elles avaient toute la forme du dieu. Ça ne pouvait pas aller très loin, mais elles étaient vertes, et tout le reste n'était pas vert, et là on avait donc la forme. Donc en fait, les graines venaient du corps du dieu, exactement. Et alors là, si vous avez encore des doutes, il y a une représentation dans le temple d'Isis à Soleb, une représentation très intéressante. Il y a une chambre spéciale des secrets d'Osiris, vous voyez, c'est les secrets de la domestication. Et là, bon, je ne vais pas vous faire tout parce que c'est un petit peu long, mais vous voyez ici, on a encore une fois l'histoire du moelos, parce que là, donc, on a la tête d'Osiris, avec ici, c'est la colonne Jed, qui est en fait une symbolisation de la moelle épinière, de la colonne vertébrale, pardon. Donc on se pose la question du devenir de la vitalité d'Osiris une fois qu'il est mort. C'est un petit peu ça. Alors pour être sûr que c'est bien ce qui se passe, vous voyez, il est mort ici, mais il a gardé sa vitalité, comme vous le voyez ici. Bien qu'il n'ait plus sa tête, enfin, la vitalité est liée à son corps, là, du coup, aussi. Alors, vous voyez, sa vitalité, elle est liée en dessous à quoi? Elle est liée à ses organes, parce que là, ici, vous avez les symboles de la vitalité, qui est la colonne Wesh, qui est en fait la moelle épinière, le symbolise la moelle épinière, et l'ankh égyptien, qui est le symbole de... c'est une vertèbre, hein, c'est tout. Donc, on est vraiment dans le moellos, ici, complètement. La vitalité est liée au moellos chez les Égyptiens, de façon sûre. Or, donc, vous voyez, la vitalité ici est liée aux organes, puisque ça, c'est les vases où on mettait les organes des momies. Et vous voyez ici ce qui se passe, vous avez du blé qui pousse sur son corps. Exactement. Exactement comme je disais. Alors maintenant, vous avez ça aussi pas uniquement en Égypte, vous avez ça aussi beaucoup en Grèce, avec les mythes de Déméter, enfin, on en parlera après si vous voulez. Enfin, on retrouve ça, je n'ai pas pris ça, je me dis, ah, ça marche, c'est très bien. Vous avez ça dans tout le Proche-Orient, les mythologies liées à la domestication sont liées à des plantes qui restent anormalement vertes, et des morts qui donnent leur corps, des dieux, des morts qui donnent leur corps pour une vitalité, pour créer des plantes domestiques qui donnent aux hommes, et qui deviennent des dieux pour ça. Ça, on l'a partout. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu, que enfin, je peux encore avoir 5 minutes pour finir? Voilà, 5 minutes, d'accord. Bah, je voulais, donc là, c'est pour un petit peu élargir le débat. Il y a plusieurs choses intéressantes qu'on voit avec cette histoire. C'est qu'en fait, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on n'a pas entrevu la domestication de cette façon avant? Bon, évidemment, il manquait les découvertes, mais il y a encore autre chose. On s'est focalisé sur une perspective utilitaire, purement utilitaire, de l'agriculture. Enfin, on a cherché dans l'utilitaire. On a cherché dans les linéarités des transformations, c'est-à-dire qu'on a vu ce qui se passait dans la sélection, on a fait remonter ça à l'origine. On n'a pas imaginé qu'il y avait une discontinuité possible. Et ça fait partie des problèmes en science. On adore les continuités en science, on déteste. On aime bien des lois qui fonctionnent tout le temps, partout, à tout moment. Aussi, on s'est trop appuyé sur le paradigme darwinien, sur la vision darwinienne des choses, qui est une vision sélectionniste des choses, alors que Darwin lui-même, dans sa théorie est inspirée de la sélection des animaux. Hein. Donc en fait, il a transposé la nature, la sélection des animaux. Donc en fait, on a pris la sélection des animaux, on a fait une loi naturelle, qui est devenue la loi explicative pour la sélection ou pour la domestication. On peut prendre une sorte de métatautologie. On a fait comme ça. Ensuite, on a une exigence universelle, c'est quand nous on cherche la domestication. C'est qu'on cherche à comprendre la domestication dans tous ces foyers. Or là, comme je vous ai montré, chaque foyer de domestication a sa propre histoire. On ne peut pas généraliser la chose.
Il faut rentrer dans le détail des plantes, dans le détail des événements, dans le détail du climat, de l'écologie des plantes, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Essayer de vouloir donner une vision d'ensemble, a priori, ça nous oblige à trouver le dénominateur commun. Or, quel est ce dénominateur commun en général? C'est l'utilitarisme, c'est la consommation, c'est l'alimentation. Donc en fait, on a un biais de méthode, c'est qu'à partir du moment où on cherche la généralité avant tout, on va forcément arriver à des conclusions particulières et qui sont erronées. Ensuite, on a un piège des définitions, parce qu'évidemment, on définit l'agriculture, la domestication, selon ce qui nous est aujourd'hui visible et pas ce qu'il y a à chercher. Bon. Mais je crois qu'on va arrêter là, parce que c'est un petit peu loin. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, je pense qu'il manque un concept pour pouvoir concevoir tout ça. Nous, on est dans un concept de technologie. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, la technique, l'agriculture étant une technique, est là pour arriver à un moyen. C'est un moyen pour arriver à une fin particulière. Et ici, la fin, c'était la sécurité alimentaire, c'est la production d'alimentaire, etc. On a oublié qu'on pouvait avoir une autre motivation possible de l'usage des techniques. C'est une motivation que j'appelle technopoïétique. C'est un terme que j'ai inventé, enfin que j'ai proposé, plus exactement, qui est en fait un terme qui est fondé sur un usage non utilitaire des techniques, et où les techniques, si vous voulez, sont exprimées pour elles-mêmes, et non pas pour le résultat final. Le résultat final n'est que le témoin de l'expression de cette technique. Et alors pourquoi on fait ça en général? Parce qu'on trouve une résonance cosmique à la technique. Comme ici, je vous ai dit, le transfert de vitalité. Alors c'est quelque chose, cette technopoïèse, c'est un concept qui est très utile, parce que, en fait, si vous voulez, c'était un petit peu clair à la base que ça ne pouvait pas marcher en technologie, parce que dans les foyers primaires de domestication, on ne sait pas ce que c'est la domestication. On ne peut pas la concevoir, on ne peut pas travailler pour la faire 2-3 000 ans avant qu'elle se fasse. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une autre motivation. Et donc il faut qu'il y ait une motivation qui ne soit pas le résultat final et donc pas technologique. Et donc la motivation, en général, c'est soit un leurre qui va passer, soit le processus lui-même. Qu'on veut, parce qu'un leurre, on ne va pas investir beaucoup d'énergie. Là, ils ont investi quand même beaucoup d'énergie. Et si vous voulez, à peu près toutes les grandes inventions, enfin, pas toutes, mais enfin beaucoup en tout cas, se font par un processus. Il y a un processus technopoïétique à la base. Et tant qu'on l'a oublié, on n'arrive pas à comprendre, à concevoir ce que c'est que cette invention. Voilà. Je vais m'arrêter là, bien qu'on pourrait continuer, et puis à vous de...